Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter le 18e siècle. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter rapidement un petit contexte historique, mais c'est extrêmement complexe, les causes de la Révolution française, comment la Révolution française va se passer, que je ne vais pas aller trop dans les détails là-dessus. Par le 18e siècle, dans le fond, il y a trois périodes politiques distinctes. Il y a la période qu'on appelle la période de la Régence. La Régence, c'est qu'en fait, lorsque un roi meurt et que son héritier légitime n'est pas en âge de gouverner, par exemple, il y a 5 ans, là, évidemment, même à cette époque-là, à 5 ans, on ne va pas gouverner et diriger un pays, ça serait trop compliqué. Il y a quelqu'un qui va prendre le pouvoir en attendant que le roi soit assez vieux pour gouverner. On appelle ça un régent, ou si c'est une femme, c'est une régente. Là, c'est arrivé aussi dans l'histoire. Donc, en 1715, le roi Louis XIV meurt et son héritier légitime a seulement 5 ans. Son héritier légitime, c'est son arrière-petit-fils cadet. Donc, ça remonte à très très loin. Ça vous donne une idée aussi à quel point la mortalité était élevée à cette époque-là, puisqu'on se rend très très loin dans la lignée. Évidemment, en 5 ans, il ne va pas régner, donc c'est le duc d'Orléans qui va devenir le régent, donc qui va prendre le contrôle. Et durant cette période-là, il va commencer, il y avait déjà, mais il va y avoir de plus en plus une montée de la bourgeoisie. Je vous en avais parlé pour le 17e siècle. Les bourgeois veulent du pouvoir, veulent prendre part aux décisions de la France, du gouvernement, et il y a de plus en plus d'insatisfaction parce que c'est jamais assez pour eux. Et ce dont on rêve à cette époque-là, c'est d'avoir une monarchie constitutionnelle sur le modèle anglais où le roi ou la reine a un rôle un petit peu plus symbolique, puis c'est vraiment un gouvernement élu qui dirige. Donc c'était ça l'objectif, mais ça ne va pas fonctionner. Quand l'héritier légitime va être assez vieux, c'est en 1723, il va prendre le pouvoir et c'est celui qu'on appelait Louis XV, qu'on appelait Louis le Bien-Aimé, parce qu'il était bien-aimé au départ, mais bon, les rois n'ont jamais des règnes parfaits, sans embûches et tout ça. Et durant son règne, les problèmes financiers de la France vont vraiment augmenter de plus en plus. Donc, les gens vont être insatisfaits. Les gens vont en avoir assez aussi de voir que la noblesse, la monarchie vit dans un luxe extrême alors qu'eux ont du mal à se nourrir. Mais vraiment, là, on parle de mourir de faim carrément. Donc, on est de plus en plus insatisfait. Les bourgeois, encore une fois, là, commencent à cogner aux portes en disant « Hey, on veut du pouvoir, s'il vous plaît. » Et aussi, c'est durant cette période-là qu'on va avoir la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, donc de 1756 à 1763, c'est la guerre qui se joue dans les colonies et qui va se terminer par le traité de Paris où la France va céder le Canada et l'Inde à l'Angleterre. Donc, ça va se terminer comme ça. Et les Français n'étaient pas tous en accord avec cette guerre-là. Ils trouvaient que ça ne valait pas la peine de gaspiller autant d'argent pour se battre pour un territoire, comme le Canada, où c'est pas très agréable vivre. Il y a juste de la neige, il n'y a pas beaucoup de ressources intéressantes. Donc, on se disait, c'est pas la peine de se battre pour ça. On peut s'en débarrasser, là. On n'a pas besoin, il fait trop froid. À la mort de Louis XV, c'est Louis XVI qui va prendre le pouvoir. Et Louis XVI, c'est celui qui va connaître une fin tragique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. C'est celui qui était marié à Marie-Antoinette, qu'on connaît bien aussi. Et Louis XVI, c'était un roi qui n'avait pas envie d'être roi. En fait, il ne se sentait pas prêt à être roi. Il ne sentait pas qu'il y avait les qualités nécessaires pour ça, mais on n'a pas le choix, pauvre lui, il est obligé d'être roi. Il s'est beaucoup entouré de conseillers parce qu'il n'avait pas confiance en ses propres décisions et ils ne l'ont pas nécessairement très très bien conseillé. C'est pas ça qui va l'amener à sa perte, mais ça ne va pas aider sa cause si on veut. Et tranquillement, il y a de plus en plus de révoltes populaires, on en a assez, encore une fois, de la monarchie, des extravagances, surtout de la monarchie, qui s'est symbolisée beaucoup par le goût du luxe de Marie-Antoinette, mais je vous dirais que ça a été vraiment exagéré et amplifié pour qu'elle devienne un peu un symbole de tout ce qu'on déteste de la monarchie, mais ça va terminer le règne de Louis XVI en 1789 avec le début de la Révolution française qui commence le 14 juillet. C'est la prise de la Bastille. La Bastille, c'était une prison à Paris et il y a des manifestants, des révolutionnaires qui vont s'emparer de cette prison-là, qui vont libérer des prisonniers, mais surtout ils cherchaient des armes aussi pour se battre. Et là,
c'est très, c'est très, très compliqué, la Révolution française. C'est le genre de sujet où plus on lit sur le sujet, plus on se rend compte que finalement, on ne savait pas tant de choses que ça. Donc, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais c'est extrêmement complexe, puis on n'est pas dans un cours d'histoire, donc je vais laisser ça de côté. Mais en gros, ce qu'on veut à la Révolution française, c'est en fait, se débarrasser de la monarchie pour avoir une véritable république, une démocratie avec un président qui va être élu et donc que des représentants élus pour que ça soit plus juste aussi. Puis on va aussi s'en prendre au clergé, donc tout ce qui est associé à l'Église, parce que ce sont justement des gens qui ont des privilèges. Donc on en a assez de voir des gens qui ont des privilèges dus à leur naissance ou à une position sociale et non par rapport à leur mérite. Et ça va être assez violent, la Révolution française. En fait, pas assez violent, ça va être très violent. On va arrêter des nobles qui n'ont pas nécessairement fait quelque chose de grave. On va leur faire des procès qui ne sont pas toujours très justes. On va les guillotiner. La guillotine, c'est évidemment sur la place publique, c'est toujours très, très charmant. Et les gens se rassemblent, applaudissent, crient en voyant les têtes tomber. Donc, on est vraiment dans une période très, très sanglante. Louis XVI ne va pas tout de suite être emprisonné. Au début, il va rester dans son château. On va lui donner la permission d'être encore le roi, mais il y a beaucoup de conditions auxquelles il doit se plier. Puis à un moment, ben, il va sentir que ça devient dangereux pour lui et sa famille, donc il va essayer de s'enfuir. Et c'est là qu'il va être arrêté. Et ensuite, on va l'emprisonner, on va le juger et on va le condamner à mort. Ça, c'est en 1793. Et Marie-Antoinette sera elle aussi exécutée après. Puis on va l'accuser de crimes qui n'ont rien à voir avec le sujet de la Révolution. On va l'accuser d'inceste et d'autres crimes comme ça qui sont faux. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens en avaient tellement assez on a voulu se débarrasser de la noblesse. Donc, il y a beaucoup de nobles à cette époque-là, de gens qui appartenaient à la noblesse, qui vont s'exiler, qui vont fuir la France pour éviter de subir le même sort aussi à cette époque-là, et on peut les comprendre. Vous verrez, quand je vous présenterai le 19e siècle, on ne va pas tout de suite arriver à la démocratie, ça va être encore très très long, le chemin est vraiment parsemé d'embûches. Maintenant, si on parle du contexte culturel, quand on parle du 18e siècle, on appelle ça souvent le siècle des Lumières. Et là, quand on pense à la lumière, on ne pense pas à une lumière comme ça, on pense plutôt à l'intelligence. Les lumières, ici, ça fait référence au fait d'être une personne éclairée, c'est-à-dire une personne intelligente. On peut penser à brillante, là, on a tout un champ là, lexical autour de la lumière, est une personne qui est capable justement d'utiliser sa raison, de réfléchir, puis de pas nécessairement accepter ce qu'on lui dit sans remettre en question l'autorité, sans remettre en question les idées reçues, l'éducation qu'on a reçue. Donc les lumières, ça représente en fait le fait de vouloir lever le voile, lever de faire la lumière, pardon, sur ce qui était caché. Donc, ça représente aussi le savoir, la raison, les connaissances. Donc, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'intelligence, mais surtout une capacité de raisonnement. Quand je vous avais présenté la Renaissance au 16e siècle, je vous parlais de l'humanisme où on veut vraiment savoir le plus de choses possibles. Ici aussi, on veut savoir beaucoup de choses, mais c'est surtout ce qu'on veut valoriser, c'est le fait de remettre en question ce qu'on nous a appris, puis d'utiliser toujours notre raison pour juger si une chose est bonne ou non, plutôt que l'habitude, ce qu'on nous a appris, ce qu'on a lu dans les livres. On va le voir aussi, la figure qui représente le 18e siècle, c'est le philosophe. Et quand on parle de philosophe, c'est pas les philosophes nécessairement au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est en fait tout simplement des auteurs qui vont écrire et qu'il va y avoir dans les textes, il va y avoir un certain contenu philosophique, mais ils vont pas nécessairement écrire des essais ou des textes philosophiques, ça va être un mélange de fiction et de philosophie, et certains vont faire vraiment que de la philosophie aussi. Donc, ce qu'on va voir dans la littérature, c'est que c'est une littérature vraiment qui est basée sur les idées. On veut transmettre une idée, on veut transmettre une réflexion. Donc on va demander au lecteur, justement, d'être actif, de remettre en question ce qu'on lui présente et de ne pas, encore une fois, accepter les choses qu'on lui présente sans tout remettre en question. Mais ça, je vais y revenir un peu plus tard. On va faire beaucoup de voyages et le fait de voyager beaucoup, ça va faire en fait que les gens qui voyagent vont être confrontés à d'autres cultures, à d'autres idées auxquelles ils n'étaient pas exposés et ça va leur permettre de critiquer leur propre société, de remettre en question certaines choses. On peut penser entre autres à Voltaire qui a été forcé, Voltaire, là, un des plus grands philosophes du 18e siècle, qui a été forcé à l'exil
une histoire un peu complexe et tout ça, il a dû aller en Angleterre pendant un moment et en regardant le système politique anglais, la façon dont l'Angleterre fonctionne dans la société en général, ça lui a permis de remettre en question ce qu'il connaissait en France puis de voir quelles étaient les choses positives et négatives. Donc, ça ouvre l'esprit et ça permet de développer justement l'esprit critique. Donc, ça, il va y en avoir beaucoup, beaucoup de voyages. Là, je vous parle de tout ça comme si tout le monde était vraiment très, très cultivé à cette époque-là, mais c'est pas le cas parce que l'alphabétisation va augmenter tranquillement. Mais je regarde juste mes chiffres ici pour vous donner une idée. Là, au 18e siècle, il y a 48% des hommes qui savent lire et écrire, qu'on considère comme alphabétisés, et 27% des femmes. Donc, c'est vraiment pas beaucoup de personnes. Il y en a plus qu'au 17e siècle. Il y a presque le double là, par rapport au 17e siècle, pardon. Mais, donc, il y a moins de la moitié des hommes et vraiment très peu de femmes qui savent lire et écrire. Donc, quand on parle de cette époque-là des Lumières, on s'adresse vraiment à des gens très éduqués, donc à une élite de la population. C'est pas le peuple. On ne s'intéresse pas à éduquer le peuple de cette façon-là. Le 18e siècle, aussi d'un point de vue culturel, c'est vraiment une période là, qui a commencé avant, mais qui est très forte à cette époque-là, de rayonnement de la culture française à l'extérieur, donc en Europe. Partout, on considère là, en Europe que la France, c'est le joyau de la culture européenne. Dans les cours européennes, on parle français, on va faire venir à la cour des auteurs français, des philosophes, pour montrer que nous aussi, on est cultivés, même si on habite, par exemple, en Russie ou en Allemagne. Et ça va être une façon vraiment de montrer notre connaissance culturelle et intellectuelle en faisant venir des auteurs français ailleurs en Europe. Il y a deux courants littéraires très marquants au 18e siècle qui semblent s'opposer, mais qui vont un peu ensemble. Le premier courant littéraire, c'est celui qu'on appelle le libertinage. Donc aujourd'hui, quand on pense à libertinage, on connaît ce nom-là, on pense tout de suite à une sorte de débauche, de liberté sexuelle. Oui, il y a ça au 18e siècle, mais il y a autre chose. À l'origine, être un libertin, c'est un terme qui vient du 17e siècle et qui veut dire tout simplement être quelqu'un qui s'affranchit des lois morales et religieuses. Donc, c'est quelqu'un qui veut se libérer de la morale, des dogmes imposés par la religion pour faire ce qu'il a envie de faire. Donc, ça n'implique pas nécessairement une notion associée à la liberté sexuelle. Au 18e siècle, on va garder cette notion-là de s'affranchir des lois morales et religieuses et on va y ajouter un autre élément qu'on appelle la débauche raffinée, qui est tout à fait un oxymore, hein, débauche raffinée. Et ce qu'on va, dans le fond, prôner dans les textes où on montre le libertinage, c'est qu'on va montrer finalement que justement, la morale nous a été imposée, donc la morale sexuelle aussi, puis qu'on n'est pas obligé de la suivre. Et on va montrer finalement que tout le concept d'amour est peut-être faux. Et on va montrer que les hommes comme les femmes sont très infidèles et il y a un certain plaisir dans ces textes-là qu'on va vous présenter à raconter les conquêtes qu'on a eues, à raconter les stratégies qu'on a utilisées pour séduire quelqu'un. Mais dans les textes, on ne va pas avoir de description vraiment très détaillée d'actes sexuels. Je vais vous donner un exemple d'un texte libertin. C'est le Sofa de Crébillon-Fils. Et dans ce texte-là, l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme en fait qui est puni et qui est condamné à être un esprit qui voyage de sofa en sofa jusqu'à ce qu'il rencontre un couple qui s'aime vraiment. C'est ça sa mission. Il doit aller dans un sofa, il va avoir un couple, faire ce qu'il veut sur ce sofa. Il va raconter en fait ce qui se passe, mais sans donner une description très détaillée. C'est plutôt telle dame reçoit la visite de son jardinier ou telle dame reçoit un homme qui n'est pas son mari, mais on ne va pas décrire les actes sexuels. Et chaque chapitre, c'est comme ça, il est toujours à la recherche d'un couple qui s'aime vraiment. Pour finalement en trouver un, il va pouvoir redevenir un homme. Donc en fait, ce sont des textes qui parlent plutôt de l'idée de la liberté sexuelle, mais qui ne montrent pas en détail. Donc c'est pas du tout de la pornographie, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc ça, c'est un genre qui est moins, courant littéraire qui est peut-être un peu moins connu, mais qui va quand même avec l'esprit philosophique de l'époque, parce que au 18e siècle, ce qu'on veut faire, c'est lever le voile, faire la lumière sur ce qui était caché, et la sexualité était quelque chose de caché, donc c'est tout à fait dans cet esprit-là.
Ensuite, on a le mouvement philosophique. C'est vraiment celui qu'on connaît plus au 18e siècle, là, qui est associé au 18e siècle. On pense à des noms comme Diderot, Voltaire, Rousseau, qui sont vraiment des philosophes importants de cette époque-là. Nous, on va étudier Beaumarchais avec le mariage de Figaro. Beaumarchais lui-même n'est pas un philosophe, mais il admire les philosophes. Là, je vous en parlerai quand même plus tard de ça. Mais on voit dans le texte, là, le mariage de Figaro, l'influence autant du libertinage que du mouvement philosophique. Donc, à peu près tous les auteurs de cette époque-là sont influencés par ces courants-là, même s'ils n'en font pas partie d'une façon très, très précise. Donc, les philosophes, ce sont ceux qui écrivent, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment des textes où il y a un contenu philosophique. Et ce qu'on veut là-dedans, c'est faire réagir les gens. On veut que les gens remettent en question leurs idées, leur façon de penser, leurs préjugés. Donc, c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, qui est assez exigeant parce qu'on vous demande, en fait, de ne plus avoir confiance en ce qu'on vous a appris. Vous devez tout remettre en question. Vraiment, absolument tout. Oubliez ce que vos parents vous ont appris, ce que l'école vous a appris, il faut tout remettre en question. Et il y a vraiment une figure qui représente justement ce mouvement-là, c'est celui du philosophe. D'ailleurs, il y a un article dans l'encyclopédie, on va en parler un peu plus tard, qui explique justement ce que c'est un philosophe. Un philosophe, ça c'est un texte qu'on travaillera ensemble en classe virtuelle probablement. Et dans ce texte-là, on explique que le philosophe est différent de la moyenne des autres humains, des autres hommes, là. C'est comme ça qu'on le voyait à cette époque-là. C'est quelqu'un qui apprend à remettre les choses en question, à se fier à sa raison et il va toujours être guidé par sa raison. Il y a un élément très important aussi des philosophes, on va le voir ensemble quand on va regarder l'article philosophe, c'est que pour être un philosophe, il faut faire partie de la société, être un membre actif de la société, idéalement de la haute société. Si on veut avoir une influence sur la façon dont le pays est dirigé, ben, il faut qu'on nous écoute. Donc, un philosophe doit vivre en société pour pouvoir influencer les autres. Donc, le rêve ultime d'un philosophe, là, ce serait par exemple d'être un conseiller du roi pour pouvoir justement lui donner des bons conseils qui sont basés sur la raison pour mieux s'occuper du peuple, encore une fois. Et autre chose aussi, c'est qu'on considère que le philosophe doit vivre dans un certain luxe parce que, justement, s'il est pauvre, il va devoir travailler. Oh, travailler, c'est pas très intéressant. Il va devoir travailler puis il n'aura pas le temps d'avoir toutes ces réflexions-là. Donc, il doit vivre dans un certain luxe pour justement pouvoir avoir accès à une certaine tranche de la population qui a le pouvoir. Donc, c'est pour ça que c'est pas du tout l'image du philosophe qu'on a qui est tout seul dans son coin, qui réfléchit dans sa grotte et qui écrit avec sa plume. On n'est pas là-dedans du tout. C'est un membre actif de la société qui fréquente les salons littéraires, qui essaie d'avoir une influence, qui essaie d'être près du roi ou du moins de la monarchie pour avoir une certaine influence, justement. Donc, là, je vous ai présenté ça de façon très, très large. Là, c'est vraiment un résumé. On va regarder un texte ensemble qui parle justement de ce que c'est un philosophe et je vais vous en parler un peu plus aussi de tout cet esprit-là quand on va analyser le mariage de Figaro ensemble. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On se revoit à bientôt!